Bonjour Jean-Michel. Donc tu es chef de pôle au CHU Levinati à Lyon, tu t'occupes de psychiatrie de la personne âgée et tu travailles en centre mémoire. Et j'ai le plaisir de t'interviewer concernant les nouvelles recommandations pour la prise en charge des symptômes comportementaux chez les personnes âgées. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots la genèse de ces recommandations? Alors bonjour Ismaël, ces recommandations ont été rédigées sous l'égide de trois sociétés savantes, la Société française de gérontologie et de gériatrie, la Fédération des centres mémoire et puis également la Société française de gérontopsychiatrie et de psychiatrie de la personne âgée. L'idée était de réactualiser les précédentes préconisations de la HAS qui avaient été publiées en 2009 et de refaire une mise au point sur les différentes approches pour la prise en charge des troubles du comportement. Euh, Ces recommandations ont permis de réunir plus de 200 experts français répartis en une vingtaine de groupes de travail et elles ont aussi permis de faire le point finalement sur les interventions non médicamenteuses pouvant avoir une efficacité dans la prise en charge des troubles du comportement, mais également sur les indications des différentes molécules qui sont à notre disposition. D'accord. Tu as fait une présentation ce matin dans le cadre de ces rencontres de la Ferepsy. Est-ce que tu peux nous rappeler les principaux axes, les messages qui te semblent importants à retenir? Oui, tout à fait. Donc, ces nouvelles recommandations rappellent que les interventions non médicamenteuses sont les traitements de première intention des troubles psychocomportementaux. Trois types d'interventions médicamenteuses apparaissent avoir un bon niveau de preuve. Le premier type va concerner l'activité physique adaptée. Le deuxième, la musicothérapie. Et puis, le meilleur niveau de preuve revient à la psychoéducation et aux techniques de communication de la part des aidants, qu'ils soient familiaux ou professionnels. D'accord. Donc cette psychoéducation semble particulièrement importante. Qu'est-ce qu'elle va permettre? Alors, Comment elle va la s'intégrer dans la prise en psychoéducation, charge? elle est essentielle parce qu'elle permet d'améliorer la qualité de l'interaction entre la personne malade et l'environnement, les aidants, les professionnels. L'idée est de permettre une amélioration des savoir-être, des savoir-faire pour éviter les attitudes dysfonctionnelles qui peuvent favoriser l'émergence des symptômes psychocomportementaux et parfois même les aggraver. D'accord. Tu disais, une phrase m'a interpellé pendant ta présentation de ce matin. Parfois, les symptômes du patient sont un symptôme de dysfonctionnement dans l'environnement, c'est ça? Ah oui, tout à fait, hein. Donc beaucoup de symptômes vont être l'expression d'une inadéquation environnementale entre les attentes des patients, leurs besoins et la façon d'être des soignants ou des proches. D'accord. Et sur le plan médicamenteux, quelles nouveautés peut-on apprendre dans ces recommandations? Qu'est-ce qui doit Alors, nous marquer sur le plan, en priorité? sur le plan médicamenteux, j'ai insisté sur la question des antidépresseurs. De façon paradoxale, les antidépresseurs apparaissent peu efficaces dans la dépression de la maladie d'Alzheimer. Pour autant, il nous a apparu qu'il existait un certain nombre de biais dans la littérature, peut-être d'ailleurs en lien avec la difficulté à diagnostiquer la dépression dans les troubles neurocognitifs, celle-ci étant souvent confondue avec un syndrome apathique, raison pour laquelle les experts ont maintenu une indication des antidépresseurs dans la dépression, notamment de la maladie d'Alzheimer. Les antidépresseurs ont également beaucoup d'autres indications. Ce sont des molécules qui sont à préconiser en première intention dans l'agitation, qu'il s'agisse de l'agitation anxieuse ou de l'agitation avec agressivité. Et puis, il y a également des arguments pour utiliser les antidépresseurs dans les troubles anxieux, les complications anxieuses qui vont émailler le cours évolutif de ces pathologies. D'accord, donc les antidépresseurs ont finalement un très large spectre d'utilisation, en tout cas dans ce type de situation chez la personne âgée. Tout à fait, il s'agit vraiment de des molécules de première intention. À ton avis, quels sont les freins aux prescriptions de ces antidépresseurs? Alors, je ne suis pas réellement sûr qu'il y ait des freins dans le sens où la prescription des antidépresseurs est très répandue dans les troubles neurocognitifs. Une étude menée en Grande-Bretagne avait mis en évidence que près d'un tiers des patients étaient exposés à un antidépresseur. En revanche, il existe peut-être encore des problématiques méthodologiques dans la prescription. Bien souvent, ces molécules n'étant pas montées à des posologies suffisamment importantes pour s'avérer efficaces.
ce qui se traduit par un arrêt précoce pour cause d'efficacité supposée. D'accord. Donc on est plutôt, il faut optimiser la méthode de prescription pour arriver à obtenir une efficacité Tout à fait. avec ces Tout à traitements. fait. D'accord. Je me posais aussi la question de la clozapine. Quelle place a-t-elle dans l'arsenal thérapeutique de nos jours? Alors, bien sûr, la clozapine a une place à part, mais elle est essentielle, notamment dans la maladie à corps de Lévy, qui se manifeste par des hallucinations visuelles qui peuvent s'accompagner de symptômes psychotiques à l'origine de troubles du comportement. Et les données de la littérature soulignent que la clozapine est probablement la molécule la plus efficace et la mieux tolérée chez ces patients. Donc la clozapine a sa place dans la maladie à corps de Lévy et la Abilify. Alors, l'Abilify apparaît maintenant dans les organigrammes. Nous savons que les antipsychotiques sont des molécules difficiles à manier en raison d'effets secondaires fréquents. Un certain nombre d'études a mis en évidence une mortalité plus importante chez les patients traités par antipsychotiques. Donc les dernières méta-analyses montrent un niveau d'efficacité à peu près similaire de chacun des 4 principaux antipsychotiques, notamment pour les symptômes psychotiques de type hallucination en particulier, et puis également pour l'agressivité. Si ces molécules sont efficaces, leur niveau d'efficacité est modeste, avec une taille d'effet assez faible. La sélection va se faire surtout sur des critères de tolérance. Et la molécule qui apparaît la plus acceptable en termes de tolérance est l'aripiprazole, tandis que l'olanzapine apparaît moins tolérée, mais dans les pratiques, la risperidone reste le traitement de première intention puisqu'elle bénéficie de l'AMM, ce qui n'est pas le cas pour les autres molécules. D'accord. Merci beaucoup pour ces clarifications. Est-ce que tu as un mot, un message important à faire passer? Rappeler que les interventions non médicamenteuses demeurent les traitements de première intention dans une visée préventive pour éviter la survenue des troubles du comportement et puis pour éviter leur aggravation. La psychoéducation joue un rôle essentiel, notamment auprès des aidants, qu'ils soient professionnels ou familiaux. Et puis les antidépresseurs sont les traitements pharmacologiques de première intention lorsqu'il existe une agitation avec des symptômes psychotiques ou une agressivité. Un grand merci pour ces messages qui sont très importants pour la prise en charge des personnes âgées. Bien, je te remercie Ismaël, ainsi que l'affaire Psy Occitanie de nous avoir permis de présenter ces nouvelles recommandations.